Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, je vous invite à suivre le sommaire. Au sommaire du premier numéro de la semaine de la Grande Team. Les nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Éléphant, Faye doit-il changer l'équipe face au Kenya? Vos avis sont attendus dans la rubrique Actu. Excellent début de semaine avec toute l'équipe de la Grande Team. Allez, la question LGT donc pour vous, très chers téléspectateurs, pour pouvoir participer bien sûr à l'émission. Éléphant, Faye doit-il remanier l'équipe face au Kenya? Vos différents avis sont donc attendus au 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. Pour les 90 minutes d'émission, bien sûr, ce lundi soir, je serai donc accompagné de Henri Joël. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue. Merci. Après Accra, c'est ça? Oui, après Accra. Voilà, Henri Joël qui était donc notre envoyé spécial à Accra pour... le tournoi IFOAB où la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la CAN 2025 de la catégorie d'un moins de 17 ans. Voilà, il fallait arriver en finale pour pouvoir avoir l'un des tickets qualificatifs pour cette compétition. Et heureusement pour la Côte d'Ivoire est arrivée en finale. Finale malheureusement perdue face au Burkina, mais les deux équipes, la Côte d'Ivoire et le Burkina, vont représenter la zone IFOAB pour la CAN en 2025. Voilà, excellent résumé. Et puis merci beaucoup aussi pour le très bon travail effectué. Je vous en prie. Voilà, la 3, au cœur des grands événements sportifs. Coach Koneyaya, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, on se retrouve ce lundi soir. On se retrouve ce lundi soir et surtout vraiment très bien habillé avec la couleur vraiment magnifique. Ça augure d'un très bon début de semaine. Je vois où vous voulez en venir. Bon, d'accord. En tout cas, merci pour le compliment. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Voilà. Même si le week-end a été quand même difficile avec ce match de la Côte d'Ivoire, là, mais ça va. Mais bon, avec la victoire aussi des éléphants. Oui, on a gagné, mais écoutez, nous, on demande toujours plus. Donc, très exigeant. Très exigeant. Mais bon, on en parlera après. Et puis, Roger Stéphane. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Roger Stéphane. Bien reposé le week-end? Oui, ça va. Juste un peu, ça va. Juste un peu, ça va aller. Vous êtes habitué? Ouais. Voilà. Donc, on sera donc ensemble jusqu'à 22h, amoureux de foot. C'est parti avec la première rubrique de notre émission. Et bien sûr, c'est LGT News. LGT News. Du judo pour débuter les news de la semaine. Open international d'Abidjan. Les judokas ont fait le show au Palais des Sports. Abidjan était la plaque tournante du judo africain le week-end dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Abidjan African Open, couplé à la Coupe d'Afrique des cadets juniors, a été à la hauteur des attentes. Tellement les judokas dans leur ensemble ont livré des combats de qualité. Que retenir de la prestation globale des athlètes ivoiriens? Disons qu'au niveau de la Coupe d'Afrique des cadets, la Côte d'Ivoire s'est taillée la part du lion avec 16 médailles, dont 6 en or. Chez les juniors, les jeunes titres ivoiriens ont aussi dicté leur loi en décrochant la première place avec 14 breloques, dont 5 en or. La Côte d'Ivoire a totalisé 7 médailles, dont une en or et 6 en bronze lors de l'Open. C'est une très belle performance pour nos judokas. LGT News. Arts martiaux chinois, 16e édition, championnat national. Le beau spectacle des athlètes, le hall du Palais des Sports de Trècheville a vécu une ambiance particulière à l'occasion du 16e championnat national senior-junior. Hommes et dames, Taolu et Sanda, organisés par la Fédération ivoirienne des arts martiaux. En tout cas, les férus de cette discipline sportive n'ont pas eu tort d'effectuer le déplacement, tant les participants les ont gratifiés d'un spectacle au-dessus de la moyenne. Des athlètes se sont distingués tout au long de cette compétition. C'est le cas de Brahima Akissi en Sanda, dans la catégorie des juniors dames des moins de 56 kg. Kouadio Otiniel s'est imposé face à Diomandé Ibrahim chez les juniors hommes des moins de 52 kg.
Au niveau des techniques seniors masculins armes courtes, Kessé a enflammé la salle avec une prestation haut de gamme, ce qui lui a valu la plus forte note, 9,50 attribuée par le jury. Dans l'ensemble, ce 16e championnat national senior et junior a tenu toutes ses promesses. Des athlètes et le président, Maître Meïté Siaka, ont exprimé leur satisfaction au terme de la compétition. Je trouve cette compétition vraiment merveilleuse parce que j'ai eu seulement qu'une semaine d'entraînement et par la grâce de Dieu, j'ai quand même remporté 3 médailles. J'ai eu 3 médailles d'or, âme longue, âme courte et main nue. Je me suis amusée sur le tatami, j'étais heureuse. J'ai fait de mon effort, ce que mon maître m'a appris. L'entraînement était acharné parce qu'il a tout de suite mis de la pression sur moi pour que je sois prêt. Même s'il y a eu quelques bobos, mais aujourd'hui je suis arrivé à surmonter mes douleurs. Et puis aujourd'hui je suis fier de m'identifier comme champion de Côte d'Ivoire, Tao main nue optionnel et Tao âme courte optionnel. À la fin de la journée, je peux dire que je suis entièrement satisfait. Nous avons eu une journée pleine, une compétition bien remplie sur les différents tableaux et des athlètes bien engagés. Nous avons particulièrement noté que les athlètes ont un bon niveau, un très bon niveau, parce que les notes que nous avons pu avoir sont de très bonnes notes. Football à présent, mini-euro, foot jeune. L'Italie, vainqueur de l'édition 2024. La finale du tournoi Mini-Euro 2024, organisé par S2MC, autour du thème « Qu'est-ce que je deviens quand le sport ne m'a pas réussi ?», a opposé les jeunes de CFA, représentant l'Italie, et Horizon FC, qui représentait l'Angleterre. Cette belle affiche, uniquement consacrée au U17, a vu la victoire de l'Italie sur le score de 3-0. C'était au stade Robert Champroux de Marcory, en présence de plusieurs personnalités du monde sportif ivoirien, dont le promoteur Joël Ourega. J'ai été émerveillé par l'organisation. Ça prouve que mon staff a fait du bon boulot. Je retiens qu'il y a beaucoup de talent parmi les jeunes qui se sont exprimés, a-t-il déclaré, avant de justifier le choix de Eli Wahi comme parrain de cette édition. Il incarne l'avenir, a-t-il ajouté en présence du représentant du joueur, Sylvain Gomez. Rappelant que Wapo David a raflé le prix du meilleur joueur et buteur. Vassanogo FC est reparti avec le prix de l'équipe Fair Play. LGT News. Championnat national, introduction de la VAR dès la nouvelle saison. L'information a été donnée depuis Lilongwe, la capitale du Malawi, et confirmée par des journalistes sportifs présents là-bas dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 entre le Kenya et les éléphants. Le président de la Fédération ivoirienne de football a donné la bonne nouvelle au cours d'un cadre d'échange avec les hommes de médias. La VAR sera introduite dans le championnat national lors de la saison 2024-2025. L'expérimentation de cette technologie se fera en Ligue 1. De quoi réjouir les équipes ivoiriennes dans leur ensemble qui, cette année, ont remis en cause l'arbitrage. LGT News. Cameroun. Le coup de gueule de Roger Mila. Les Lions indomptables n'ont pas tremblé face au Cap-Vert samedi dernier dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Score final 4-1 pour les Lions indomptables. Une victoire qui réjouit l'une des légendes du football camerounais, Roger Mila, malgré l'imbroglio observé depuis un moment autour de la sélection. Il n'empêche qu'il s'est prononcé sur ce sujet sans faux fuyant, prenant position pour la FECAFOOT. Mais il faut qu'on arrête n'importe quoi. Les gens ne doivent pas s'ingérer pour déranger le président de la fédération. Il y a eu un malentendu qui, j'espère, va se résoudre. Le peuple n'a jamais lâché les Lions indomptables. A-t-il lâché à travers les propos relayés par afriquefoot.com. Demain, il y aura donc le match Côte d'Ivoire-Ghana et Côte d'Ivoire-Kenya plutôt. Et justement, pour ce fait, la 3 vous donne rendez-vous à partir de 11h50, demain mardi 11 juin 2024, pour un numéro spécial de l'heure des tchatcheurs en rapport avec ce match éliminatoire mondial 2026, 4e journée. Quels sont les changements que doit opérer MS Faye pour affronter le Kenya? Donc Magat sera en compagnie de Choualio Diomandé et Mathieu Blé. Rendez-vous donc demain mardi 11 juin 2024 à partir de 11h50. Voilà. On commence le débrief des news avec vous, Henri Joël.
Oui, j'ai décidé de parler de tennis avec ce jeune prodige espagnol. Hein. On dira que l'Espagne est la terre battue. En tout cas, c'est une histoire, c'est une très belle idylle. Hein. On sait que le roi de la terre battue, c'est Rafael Nadal, qui malheureusement, pour des pépins physiques, commence à s'éteindre un tout petit peu. Et bien voilà, il y a un autre joueur allemand. C'est lui qui s'impose dans cette finale âprement disputée face à l'Allemand Zverev. On rappelle qu'il a été véritablement en difficulté. Il a été même visité par le kiné à 2 reprises, Alcaraz, avant de se réveiller, non seulement au quatrième set, puisque les 2 sets qui sont suivis, il les a perdus. C'est-à-dire, il remporte le premier, il perd les deux, mais il se rattrape au 4e set et puis le 5e set pour départager les 2. Il s'impose facilement face à Zverev. Il remporte ainsi son 3e grand chelem. On a vu d'autres tennisman, notamment Zverev, Tsitsipas et les autres essayer de prendre la relève de Djokovic et de Nadal et de Federer. Mais finalement, ce sont ces 2 jeunes-là, Sinner et Alcaraz, qui vont essayer de rallumer la flamme. D'ailleurs, il y a Wimbledon qui arrive très très vite, où par exemple un joueur comme Djokovic est incertain. Et peut-être, on aura ces 2 joueurs-là encore qui vont éblouir la planète tennis. En tout cas, félicitations Alcaraz, justement, à 21 ans, qui devient le plus jeune joueur à s'imposer sur les 3 surfaces de référence en Grand Chelem avec 3 titres majeurs. Roger Stéphane, ça va? Oui, ça va très bien. Mais bon, je regarde là, Alcaraz et Sinner, bon, j'attends de voir, parce que Alcaraz, il n'y a pas longtemps, il était numéro 1 mondial, là il est numéro 2. Oui. Bon, on attend de voir. On attend de voir. J'avoue que je ne peux pas le comparer encore à Rafael Nadal. Introduction de la VAR de la nouvelle saison en championnat national de Côte d'Ivoire. Oui, l'introduction de la VAR la saison prochaine au niveau du football ivoirien, c'est une information qui circule, c'est une très bonne nouvelle. Ça va être certainement un tournant significatif dans le football ivoirien. Il semble que le Centre national technique de Benjerville a déjà acquis 2 dispositifs. Le matériel est arrivé vers mars, sur ce qu'on m'a dit. Il y a des experts européens qui ont formé 5 techniciens ivoiriens qui maîtrisent parfaitement actuellement le nouvel équipement. Il semble aussi que ça a été offert par la CAF pour la formation des arbitres de la zone UFOA-B. Donc le Centre national technique de Benjerville va être une sorte de laboratoire de formation de tous les arbitres à l'utilisation de cet appareil. Bon, maintenant, son introduction dans le championnat va améliorer qualitativement l'arbitrage. Vous savez très bien que l'arbitrage a été fortement décrié cette saison au niveau de la Ligue 2 et puis quelquefois au niveau de la Ligue 1. Pour le lancement, je pense que ça va se faire d'abord au niveau de la Ligue 1, mais c'est à vérifier encore pour la confirmation. Maintenant, on ne peut que féliciter la fédération pour ce joli coup réussi. Elle est en train de travailler à améliorer dans le bon sens le football local. C'est une très bonne chose. C'est un outil qui est indispensable aujourd'hui. Tous les grands championnats, toutes les grandes compétitions. Maintenant, si on arrive à introduire ça au niveau du football local ivoirien, ce serait une très bonne chose. Bravo à la Fédération ivoirienne de football. En tout cas, bravo. Et puis, ça sera une excellente chose. Bien sûr, l'introduction seulement de la VAR dans le championnat national, coach Alain. Effectivement, ça serait une bonne chose parce que cette année-là, ça a été très difficile pour tous les athlètes, surtout au niveau des arbitres. Je pense qu'avec les informations qu'on a, peut-être même qu'on verra la VAR le jour de la finale de la Coupe nationale, peut-être, on va expérimenter ou bien le jour de la Super Coupe. Mais ils vont expérimenter avant le début de la Ligue 1 pour voir effectivement est-ce que ceux qui ont été formés vraiment maîtrisent l'outil de la VAR. Maintenant, après ça, ils vont former aussi des arbitres. Et tous les arbitres de la région, de la sous-région de la UFOA-B vont venir se former ici pour expérimenter bien la VAR, pour pouvoir la maîtriser. Ce qui est d'abord un avantage pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est que ce championnat de l'année prochaine va commencer avec la VAR. Et ça va permettre aux équipes qui vont jouer les compétitions africaines de s'y habituer et de voir en même temps dans quelles difficultés elles seront pour pouvoir abrocher les prochaines séances. Bravo au président de la Fédération ivoirienne de football qui a amené un nouveau cas. Après, maintenant, c'est la VAR. On espère bien que la FIF est en train de nous montrer de bonnes choses. Et ça fait plaisir à voir. Très plaisir. Marie-Christine? Oui. Coach Alain s'est beaucoup plaint de l'arbitrage cette année, en Ligue 2, avec l'équipe du Bafing. Bon, je ne sais pas, ça ne sera pas en Ligue 2. Ou du moins, si vous arrivez en Ligue 1, si vous avez un club en Ligue 1, là, il n'aura plus de plainte. Je suis en vacances, donc je suis sur le plaisir. Je suis sur le chiquet. Je n'ai pas encore signé d'un club, s'il te plaît. Voilà. J'espère que vous serez en Ligue 1. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour la précision, coach Alain. Et puis, coach Koneyaya, avec vous, on fait un tour au Cameroun. Oui, Roger Mila. Oui, on fait un tour au Cameroun avec l'épisode
voilà, entre la FECAFOOT de Eto'o et Fils et le ministère des Sports. On a tous suivi ici cette crise au point où tout le monde s'est demandé comment est-ce que le Cameroun allait aborder ce match capital face au Cap-Vert. Mais finalement, on a eu l'impression que cette crise a eu un effet bénéfique sur la sélection camerounaise, puisqu'on a senti les joueurs vraiment très à l'aise. Une équipe du Cameroun qui a écrasé littéralement cette équipe de Cap-Vert par un score sans appel de 4-1. On pourrait dire que peut-être que les Camerounais se sentent bien dans les crises, je ne sais pas, mais vraiment ça a été un déclic. Et on a vu Roger Mila. Le coup de gueule de Roger Mila. Voilà, qui a dit il était heureux de cette victoire. Il a même dit, mais si les joueurs camerounais jouent comme ça tous les matchs, il n'y a pas de raison que le Cameroun ne puisse pas aller très loin dans la compétition. Donc, justement, il y a eu un coup de gueule où il a carrément pris position devant le ministère des Sports, où il a demandé au ministère des Sports d'arrêter de s'ingérer dans les affaires de football, de laisser le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o Fils, diriger le football camerounais. Donc, c'est vraiment une prise de position très forte. Et connaissant Roger Mila, c'est un personnage qui n'a pas la langue de bois, il n'a pas la langue dans la poche, comme on le dit. Donc, il a craché sa vérité au ministère des Sports pour leur demander tout tranquillement de laisser Samuel Eto'o conduire donc le navire des Lions indomptables. Mais voilà, je pense qu'au finish, il s'est aussi rattrapé quelque part quand il a dit que bon, après il s'est rattrapé pour dire, c'est ravi, pour dire que c'est un malentendu et qu'il espère que ce malentendu là va rentrer dans l'autre. Mais je pense que grâce aux joueurs, grâce à André Onana, et avec certains joueurs qui ont demandé à la FECAFOOT et au ministère, au ministère des Sports de vraiment essayer chacun de son côté de mettre un peu d'eau dans leur vin pour la nation camerounaise, afin que le Cameroun puisse, les joueurs puissent se sentir bien pour très bien aborder ce match contre le Cap-Vert et ce qui a été fait. Et nous souhaitons que véritablement les Camerounais aillent tous dans le sens donc, de l'apaisement. D'accord. Il ne vient pas un peu trop tard ce moi, je cherchais, je n'ai pas trouvé. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec quel staff Marc Brice a joué? Le staff de Samuel Eto'o Fils, monsieur le ministère? Non. Marc Brice a seulement joué avec ses 2 adjoints. Et puis, il a joué avec le secrétaire de Samuel Eto'o, plus le kiné de Samuel Eto'o. Ah, d'accord. Mais dans tous les cas, il me surprend bien parce que c'est un très bon résultat. On va le mettre à l'actif de Marc Brice, parce que c'est le sélectionneur. Mais en même temps, bravo aux joueurs. Je pense que bravo aux garçons, à Vincent et à ses coéquipiers qui ont surmonté ce désordre pour défendre les couleurs du pays et s'imposer 4-1. Bravo à tous ces garçons et on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre définitivement. Voilà, en tout cas, bravo au Cameroun. Bon, vous suivez votre émission La Grande Team, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Et bien sûr, je suis accompagné de Roger Stéphane, de Henri Joël, de coach Alain et aussi de coach Kone Yaya. Et il est temps pour nous de passer au focus de ce soir. Tournoi Maurice Revelot, nos éléphantos U20 se sont hissés en finale du tournoi Maurice Revelot qui a eu lieu en France, où on en parle justement dans notre focus ce soir. Alors messieurs, bon, partis sur la pointe des pieds, actuellement nos éléphantos U20 font un parcours sans faute, on peut le dire, coach Alain. Effectivement, ils font un parcours sans faute. Ils ont gagné 4-1 la demi-finale. Le dernier match pour se qualifier pour la finale, je pense qu'ils font un parcours sans faute. C'est à mettre à l'actif de sélectionneur Daoud Lassina et puis de son staff. Je pense qu'ils ont ramené des joueurs qu'il fallait au bon moment. Et ils ont tellement bien travaillé qu'aujourd'hui, surtout le gardien de but qu'ils ont récupéré en France, qui est en train de faire vraiment une très bonne compétition. Avec ces jeunes gens, je pense que la Côte d'Ivoire a vraiment un bon vivier. Et j'espère que cette génération-là va continuer de grandir ensemble et puis finir très bientôt, pourquoi pas en A. Non, je vais apporter une précision à Alain Yonsois. C'est encore à l'étape de la phase de poule, mais sur les résultats obtenus, on est déjà qualifié parce que les autres derrière, on a déjà fait, notamment le match qui devait être décidé, c'était le dernier match, le match face au Mexique, c'était les 2 premiers de la poule. On gagne le Mexique 4-1, sur le pointage, on est loin devant.
On a un dernier match de poule à jouer face à l'Arabie Saoudite, mais qui va compter pour du beurre. On est déjà qualifié pour la finale. C'était juste la précision. Maintenant, je le rejoins pour dire qu'on fait un excellent parcours. On a une très très bonne équipe. Cette finale-là, enfin, on est qualifié à la finale avant-terme. Oui. Le dernier match va compter pour le beurre. On a bien négocié ce match face au Mexique. On a mené 2-0, on a mené 2-1, on a mené 3-1, on a mené 4-1. Finalement, on a marqué très tôt, à la 23e minute. C'est une équipe ivoirienne qui maîtrise parfaitement son sujet. Face à tous nos adversaires, on a marqué très tôt. On est une équipe solide qui joue pleinement pendant 90 minutes et qui est là, qui se pose bien. C'est un très bon résultat qui nous réjouit. Parce que sur ce que j'ai vu, on a joué la France, qu'on a battu 2-0. On a battu la Corée 2-1. On a battu le Mexique 4-1. Ça fait 8 buts marqués pour 2 buts encaissés. On a plus 6. C'est un excellent parcours en ce moment de nos garçons. Maintenant, on attend le dernier match de poule face à l'Arabie Saoudite, je crois, demain. Et puis après, on va voir quel est l'adversaire pour la finale. Mais dans tous les cas, nos jeunes garçons font un très bon tournoi dans cette compétition. En tout cas, revoyons déjà le parcours de nos pachydermes avant de poursuivre. Messieurs, s'il vous plaît. Oui, lors de la première journée, la Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 face à la France. Ensuite, à la deuxième journée, c'est la Corée du Sud qui est tombée 2-1 avant que le Mexique ne prenne l'eau en face aux Éléphantaux. 4-1, voilà. Et comme Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure, c'est 3 matchs disputés, 3 victoires, 8 buts inscrits et 2 encaissés. Et 2 encaissés. Et justement, Henri Joël à l'analyse, hein, nous avons une attaque qui crache du feu. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle pour la relève. Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais quand même aussi, il faut signifier que c'est le fruit de la formation. C'est vrai que longtemps, nous avons dit ici, sur les plateaux, qu'il fallait un championnat des jeunes pour pouvoir permettre à ces catégories inférieures-là de pouvoir se peaufiner et surtout d'avoir des automatismes quand il y aura bien sûr ces genres de compétitions. Ce que nous remarquons ici, c'est qu'on a des joueurs qui ne disputent pas ces championnats des jeunes, mais qui sont au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le fruit de la formation, comme je le disais, avec des clubs comme le Racing Club d'Abidjan, qui a 4 joueurs présents dans cette sélection, et surtout, ces 4 joueurs-là sont très, très performants. Je veux parler de Wawa, je veux parler de Guiré, je veux parler de Bandama et de Vali, qui sont très, très bons. À côté, vous avez Mé Odilon, formé à Oza, qui est aussi une bonne école au niveau de la formation. Donc voilà un peu ce qui nous arrive aujourd'hui quand on forme très bien, quand on fait du bon travail. Récemment, il y a eu le Sénégal qui avait fait ce genre de parcours avec presque toutes les catégories jeunes. Voilà la Côte d'Ivoire qui, cette année, est en train de se réveiller. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, on a institué ce championnat des équipes jeunes, des U20. Et je pense que d'ici quelques années, si on continue, non seulement avec la formation et surtout avec la compétition qui accompagne la formation, forcément on aura des joueurs capables de rapidement gravir les échelons et surtout jouer en équipe A. Donc voilà un peu ce que je voulais relever. Aujourd'hui, c'est la formation et surtout derrière la possibilité donnée par la fédération à ces jeunes joueurs-là de pouvoir compétir. Et puis, on a le sélectionneur Dao Lassina, coach Koneya, justement. Est-ce que sa présence à la tête de la sélection est la preuve qu'il a un travail énorme? Vous qui le connaissez très bien. Oui. Je connais très bien le sélectionneur Dao Lassina. C'est un fin tacticien. Oui. Depuis qu'il est à la tête de ses U20, et chaque année, vraiment, on sent une progression notable au sein de ces jeunes-là. On l'a vu récemment avec la Coupe UFUA Zone B, où Dao et ses garçons ont terminé champions l'année passée. Voilà, ils ont terminé champions dans cette phase-là, durant cette compétition. Donc là encore, avec le tournoi, Ravelo, Maurice Ravelo. Alors, il vient encore de démontrer qu'il était un excellent manager et c'est quelqu'un qui travaille bien avec les jeunes, qui ma foi est arrivé donc à poser, si vous voulez, son schéma du jeu, sa conception du jeu. Vous savez, ce qui est bien chez Dao, c'est que chaque année, Dao essaie de faire le tour de tous les entraîneurs, soit des Ligue 1 ou bien des Ligue 2, pour leur demander de faire un effort pour que chaque entraîneur essaie d'insérer ne serait-ce que 3 à 5 jeunes de moins de 17, de moins de 20 ans dans son équipe. Parce que ça permet à lui, Dao Lassina, d'avoir ces jeunes gens en compétition. Et quand il fait sa sélection, il est tout de suite, les enfants
déjà dans le bain, ils sont dans la compétition. On voit là Otro qui marque 2 buts, qui fait un très bon match, il fait une très belle compétition, il marque là 2 buts d'entrée de jeu. C'est déjà une relève qui est en train de s'expatrier en Europe. Mais ce qui est bien, ce que je demande toujours à cette fédération, c'est de tout faire pour que ces jeunes-là puissent grandir ensemble et puis finir, pourquoi pas, même si ce n'est pas les 18 ou bien les 23, au moins qu'on ait dans chaque sélection au moins 5, 10 qui puissent vivre ensemble. Ça va vraiment aider la sélection future. Oui, et pour revenir au coach, justement, Dao Lassina, est-ce que ce ne serait pas judicieux de le maintenir le plus longtemps possible à la tête de la sélection, vu sa proximité avec les garçons? Mais je crois qu'il y a longtemps qu'il est avec ce groupe. Il y a bien longtemps que Dao Lassina est avec ce groupe. Il fait du très bon travail. Il a été lui-même défenseur latéral gauche à la SEC Moussa avec les éléphants. Il a parfois joué dans l'axe de la défense. C'était un monsieur de dévot. On l'appelait Pecto à l'époque. Il avait un superbe, pied gauche. Donc, il impose bien sa personnalité. D'ailleurs, pressenti pour occuper le poste de fameux sélectionneur adjoint qu'occupe aujourd'hui Faye MS. Il avait le profil avec Solo Aidara, Dao, ils avaient le profil. Finalement, c'est Faye MS qui a récupéré le poste et bien récupéré. Donc, oui, il fait du bon travail. Maintenant, on va espérer voir qu'il reste encore pour conduire cette équipe. Pourquoi pas à une Coupe du Monde de cette catégorie. J'ai regardé dans le groupe, j'ai vu le petit Ivan Konan. Il a 17 ans, le portier. Il semble qu'il fait un très bon tournoi. Il est d'ailleurs bien parti pour être le meilleur gardien de la compétition. C'est très bien. Henri Joël a parlé de Odilon Mekwasi. Très bon garçon. Il a été élu 2 fois joueur du match. Ça, c'est très bien. Et puis Outro Mathieu, qui fait une très belle compétition. Donc, l'un dans l'autre, c'est un bon groupe qui fait une très belle campagne. Et maintenant, je constate qu'il n'y a pas longtemps, c'était les U17 qui séduisaient avec mon voisin qui était au Ghana. Les U23 ont fait des matchs amicaux il n'y a pas longtemps. Ils étaient très, très bons. Là, c'est les U20. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se faire au niveau de nos équipes de jeunes. Et ça c'est très bien. En tout cas, bonne chance pour la suite à nos éléphantos U20. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de votre émission. À tout de suite. Suivez le match d'ouverture de la 17e édition du championnat d'Europe de football Allemagne-Écosse ce vendredi 14 juin 2024 à 19h GMT. Quel match! Quel match! Et oui! Qu'est-ce que vous voulez dire? D'accord! Vas-y! Dis-moi maintenant! Précédé de la cérémonie d'ouverture sur l'A3, prise d'antenne 18h00. Suivez le meilleur de l'Euro 2024 sur les chaînes du groupe RT. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Alors de retour sur le plateau de la grande team, la question LGT de ce soir, éléphant, Faye doit-il remanier l'équipe face au Kenya? Alors pour participer à l'émission, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Allez, allons à l'euro, on y va. Dans notre rubrique Allons à l'euro, nous poursuivons donc la présentation des différentes poules de la compétition pour l'édition du jour. Les groupes B et C sont mis en lumière dans ce sujet de la rédaction. On regarde. Voilà, messieurs, on commence avec l'Italie. Bon, est-ce que l'Italie peut se succéder à elle-même, Henri Joël? Je pense que l'Italie, c'est l'équipe qui, habituellement, n'est pas favorite dans les grandes compétitions, mais finalement, arrive à créer la surprise et surtout
par moment à remporter. Donc ils partent, après la longue traversée du désert, ils partent quand même avec une équipe faite de jeunes et surtout d'anciens. Je vais parler par exemple de Donnarumma. C'est vrai, il est jeune, mais quand même, il y a longtemps qu'il est présent dans cette équipe. Donnarumma, le gardien du PSG. Vous avez aussi des joueurs comme Bastoni, le défenseur de l'Inter. Vous avez Matteo Damian, qui lui, on ne le présente plus. Hein. Je dirais même peut-être que c'est le taulier de cette équipe de l'Italie. Di Marco, Nicolo Barella et puis Jorginho d'Arsenal, même s'il ne joue plus beaucoup comme avant. Maintenant, il y a quand même des jeunes comme Calafiori qui est là, Andrea Cambiasso. Donc voilà un mix de jeux, de joueurs qu'a concocté Spalletti pour aller à cette compétition. Alors, c'est la rigueur avec l'Italie, c'est le sérieux et surtout, c'est la discipline tactique. Donc, voilà une équipe qui va se présenter en n'ayant pas les faveurs des pronostics, mais qui, pour moi, peut aller très très loin à l'image de l'équipe de l'Inter qui n'était pas favorite lors de la dernière édition de la Ligue des Champions, mais qui allait jusqu'en finale face à l'équipe de Manchester City. Donc, il va falloir faire très très attention à cette équipe de l'Italie dans cette compétition. Oui, et puis aussi on a l'équipe d'Espagne. Bon, l'Espagne qui n'est pas favori du groupe B. Si, l'Espagne fait partie des grosses nations. Donc c'est une équipe avec laquelle il va falloir compter. Parce que cette équipe espagnole, lorsqu'on regarde ses stats durant donc, les matchs qualificatifs, c'est 7 victoires. Un match perdu et évidemment 0 match nul. Donc c'est dit le potentiel offensif qu'a cette nation espagnole. Elle a aussi un milieu de terrain assez fourni qui va se reposer sur un certain Rodri qui joue à Manchester City. Il sera épaulé également par Pedri, par Mikel. Et surtout sur le côté un certain Lamine Yamal qui est un jeune prodige, seulement 16 ans, mais qui est en train d'affoler tout l'Espagne. Donc oui, il va falloir compter avec l'Espagne, mais aussi qui a des points de faiblesse, notamment au niveau de sa défense. Voilà, une défense très jeune, une défense qui ma foi, ne rassure pas. Et ça fait qu'aujourd'hui, voilà, les Espagnols sont obligés voilà, de se retourner vers certains binationaux pour pouvoir donc étoffer leur ligne défensive. Donc, Marie-Christine, oui, le sélectionneur Luis de la Fuente a du beau monde. Et c'est vrai que ces derniers temps, l'Espagne n'arrive pas, c'est ce grand Espagne qu'on a connu des années 2010. Aujourd'hui, cette Espagne a un peu loin de ça, mais je pense que cet euro-là peut permettre à l'Espagne, avec de la Fuente, parce qu'il a un effectif assez consistant avec lequel il peut prétendre donc, à sortir de cette poule. D'accord, ok. Et coach Alain, on a la Croatie avec Luka Modric. Une très grande équipe de Croatie composée de beaucoup de joueurs d'expérience, surtout avec Luka Modric, avec Vidal, avec Livakovic. Il y a tellement de joueurs d'expérience dans cette équipe. Aujourd'hui, c'est une équipe, c'est vrai, ils sont en transition, ils ne sont pas en reconstruction. C'est une sélection qui est en transition, qui essaie de faire l'amalgame entre les plus anciens et les jeunes. Avec ces sélections-là, il va falloir faire très attention parce que c'est des équipes qui ne dévoilent pas tout de suite leur armada, ils ne vous dévoilent pas tout de suite leur schéma tactique, mais au fur et à mesure de la compétition, c'est des équipes qui montent en puissance. Donc dans cette poule B, composée de l'Espagne, de la Croatie et de l'Italie, plus de l'Albanie, je pense que le maillon faible de cette poule-là, ça sera l'Albanie. Maintenant, derrière, il va falloir compter avec des équipes comme l'Espagne, tactiquement, qui aime le tiki-taka. La Croatie, qui est une équipe basée sur un groupe solide défensivement et puis du milieu de terrain. Et puis l'Italie, comme on a l'habitude de le voir, hein, son sélectionneur, ce n'est pas un gars qui aime le beau jeu, mais c'est quelqu'un qui aime la rigueur tactiquement. Donc, ce qui va nous intéresser dans cette poule, c'est qu'est-ce que les sélectionneurs vont apporter de plus pour déjouer le système de celui qui est en face de lui. D'accord. C'est là tout va se jouer. Et après la Croatie, hein, on a Harry Kane, justement, et l'Angleterre. Bon, on espère que les Anglais, pour une fois, vont y arriver. 10e participation, finaliste de la dernière édition.
Ils ont joué déjà 2 demi-finales, mais c'est une équipe d'Angleterre qu'on annonce tous les jours, mais qui n'est jamais placée. C'est un peu dommage. Le gros fait d'âme des Anglais dans le football, c'est la victoire à la Coupe du Monde en 1966. Depuis, plus rien. Chaque année, ils ont de formidables générations. Il n'y a pas longtemps, c'était la génération des Beckham, Steven Gerrard, Lampard, Paul Scholes, qui n'a pas réussi à gagner. Là, maintenant, ils arrivent avec les Foden, les Saka, les Jude Bellingham. Est-ce que Harry Kane, qui a fait une très belle saison avec le Bayern de Munich, est-ce que pour ce coup-ci, ils vont y arriver? Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, ils sont dans une poule assez intéressante avec le Danemark, la Slovénie et la Serbie. Je pense que les Anglais partent favoris de leur poule. Maintenant, quand j'ai regardé la poule B avec les noms italiens que Henri Joël donnait là, ben, je ne me suis pas du tout retrouvé. Le seul garçon que je connais dedans, c'est Donnarumma. C'est-à-dire que ces équipes ont perdu un peu, ont perdu quelque chose. L'Italie, c'est Rossi, c'est Altobelli, c'est Tardelli, c'est Gentile. L'Italie, c'est Baggio, c'est Albertini, c'est Ancelotti, c'est Chiellini, c'est Buffon. On n'a plus tout ça. Je me demande bien qu'est-ce que cet euro va nous donner. Parce qu'il n'y a plus ces joueurs légendaires, mythiques dans ces équipes. C'est un peu dommage. Le seul grand nom qui saute dans cette poule, c'est Luka Modric, le milieu de terrain du Real de Madrid. Oui. Mais maintenant, bon, les époques changent, les générations changent. Ah oui. On va voir ce que ça va donner. Mais j'espère que ce coup-ci, les Anglais vont réussir. Les Anglais vont réussir à se hisser au niveau de cette compétition parce que toutes les autres grandes équipes européennes l'ont gagné, sauf l'Angleterre. Est-ce que c'est l'année de l'Angleterre? On ne sait jamais. J'espère que Jude Bellingham va conduire ses amis au plus haut sommet de cette compétition. On attend donc de voir. Oui, Henri Joël. Oui, pour éviter un peu sur les Anglais, déjà, on va jeter un petit coup d'œil sur la liste des absents. Vous avez Grealish, vous avez Maddison, vous avez Maguire, vous avez Rashford, vous avez Sterling, vous avez Ben White. Voilà un peu les joueurs anglais qui ne seront même pas présents à cette compétition. Ça montre l'étendue de l'effectif, la qualité de l'effectif de l'Angleterre. Ouais. Alors, selon Opta, c'est une structure anglaise qui est très douée hein, dans les contenus sportifs et surtout au niveau des stats. L'Angleterre arrive en première position en ce qui concerne les nations qui devront ou qui pourront remporter cette compétition avec 19,9% de pourcentage de réussite à cette compétition, suivi de la France avec 19,1% et surtout le troisième qui est l'Allemagne avec 12,4%. Donc ça montre que cette équipe anglaise-là est au niveau de l'effectif est au-dessus de tout le monde. Maintenant, est-ce que c'est l'effectif seulement qui fait le jeu? Est-ce que c'est l'effectif qui peut permettre à une équipe d'aller jusqu'à la fin de la compétition? Parce qu'il a évoqué quand même les Italiens hein, qui véritablement n'ont pas de nom clinquant. Mais c'est une équipe capable d'aller très très loin dans la compétition. Contrairement aux Anglais qui, à chaque édition, arrivent avec de gros noms, avec de grands joueurs, mais qui malheureusement échouent toujours. Lors de la saison, de la compétition précédente, c'était une finale, perdue au tir au but. Cette saison, est-ce qu'ils vont y arriver? On ne sait pas. Mais ce dont on est sûr, c'est que l'Angleterre arrive, je dirais même peut-être, avec le meilleur effectif de la compétition. D'accord. Et voilà, que les choses, que le bal commence pour qu'on puisse voir véritablement ce que vaut cette équipe de l'Angleterre. En tout cas, c'est bientôt, bien sûr, sur la 3. Maguire, le défenseur, et Rashford ont vraiment réussi à porter cette sélection anglaise sur les différentes compétitions. Maguire, il a toujours été décrié. Rashford, sur son fameux couloir, bon, mais ce n'est pas des garçons qui ont fait triompher cette équipe anglaise. Donc leur absence, je ne sais pas si ça va être préjudiciable vraiment. Mais... Bon, c'est l'avis de Roger Stéphane. Parlons de d'autres nations, Danemark et la Serbie. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces nations? Oui. Oui, moi je veux parler un peu du Danemark qui revient 32 ans après voilà, 92 avec le Peter Schmeichel. Donc c'est une nation sur laquelle il va falloir quand même compter. Certes, depuis 92, cette équipe ne charme plus, elle ne fait plus rêver. Et cette année, je pense qu'ils auront franchement envie de refaire le coup de 92. Et avec leur sélectionneur à sa tête, le sélectionneur. Avec le sélectionneur, ils auront à cœur, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vraiment relever ce défi. Et dans les pêches, on a le fils de Peter Schmeichel, qui est Kasper Schmeichel, et qui voudra donc peut-être suivre les traces de son père. Donc, ça vous dit, Marie-Christine, que le Danemark, dans la poule logée dans la poule de l'Angleterre, peut sortir second
de cette coupe, quand on sait que dans cette coupe, ils sont avec la Serbie et la Slovénie. Donc, c'est possible que les Danois puissent sortir donc vainqueurs de cette poule. Oui, coach Alain. Ce qui est bien, c'est que la plupart des joueurs du Danemark, la plupart jouent en Angleterre. Donc, du coup, le match Danemark-Angleterre, ça sera comme un championnat anglais. On va retrouver Christian Eriksen qui seront en face des joueurs de Liverpool. Donc, ça sera très intéressant. Maintenant, il faut faire attention à des petites équipes qu'on pense qu'elles sont petites, comme la Serbie et puis la Slovénie. C'est des nations qui, ma foi, ne brillent pas trop dans les compétitions européennes, mais elles jouent tous les trous faites. Elles viennent là pour jouer les trous faites, venir essayer de titiller un peu. Elles essaient comme elles peuvent, mais quand ça ne marche pas, bon, écoutez, le plus important, ce sont des nations qui sont en train de se construire, qui viennent petit à petit. Mais il faut dire que cette année-là, l'Euro, ça sera d'un très haut niveau. On espère bien que cette fois-ci, ça sera pour l'Angleterre parce qu'à part les grandes, toutes les autres nations ont remporté. Il reste seulement l'équipe d'Angleterre pour essayer de monter sur le podium. De toute façon, l'Euro sera très relevé, hein, ça vous l'avez déjà dit. Donc, découvrons déjà le programme des groupes B et C. Allez, le groupe B, ça commence exactement le 15 juin 2024 avec Espagne, Croatie, Italie et Albanie. Et puis le 19 juin, Croatie, Albanie. Le 20 juin, Espagne, Italie. Le 24, Albanie, Espagne, Croatie, Italie. Et puis un régat dans le groupe C qui, quant à lui, va débuter le 16 juin avec Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Le 20 juin, Slovénie, Serbie, Danemark, Angleterre, peut-être le gros match de cette poule. Et puis, lors de la troisième journée, Angleterre, Slovénie et Danemark, Serbie. L'Euro, encore, vous pourrez suivre, bien sûr, en direct sur les antennes de votre chaîne, la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Bon, refermons cette page de l'Euro avec un moment culte de cette compétition, la finale de 1998. On regarde. Voilà, c'était plutôt la finale de l'Euro 1988. Ouh là là, quel beau match avec des beaux buts. Et c'était une époque où le football était magnifique. Hein. Vous savez, le deuxième but là, de Marco Van Basten, cette reprise excentrée là, qui donne le tournis à Rina Dasseff, qui était à l'époque le meilleur gardien au monde. Van Basten, au départ, n'était pas, je crois, titulaire de la compétition. Après, il est rentré dans la compétition. Il a été l'un des meilleurs joueurs. Il avait 2 complices, Ruud Gullit et Frank Rijkaard. Et puis, cette équipe, la Hollande, avec Koeman, Van Boegelen, Van Lelle, Van Tigelen,
Oh, c'était une équipe de rêve, hein. C'était une superbe compétition. Bravo à ces Hollandais. C'est l'un des faits marquants de l'histoire de la Hollande qui gagne cette Euro en 88, mais qui, je rappelle, a perdu 3 finales de Coupe du Monde, 74, 78 et 2010. Mais cette génération-là, ça reste l'une des meilleures générations du football hollandais. D'ailleurs, un peu plus tard, les 3 noms cités, Van Basten, Rijkaard et Gullit, sont allés faire les beaux jours du Milan C du côté de l'Italie. Ouais. Quelle époque, ma chère Marie-Christine Degré. Oui, franchement, oui, coach Alain, on désire ajouter quelque chose. Un chef-d'œuvre. Regardez ce but de Marco. 3 fois Ballon d'Or. Et puis regardez la belle tête de Ruud Gullit. Cette équipe a fait rêver tout le monde. C'était du football. C'est ça qu'on appelait le football. Parce que là, il venait fraîchement de sortir de l'école de l'Ajax d'Amsterdam. Et puis, ils nous ont régalé. Ah, ils nous ont véritablement... On a les mêmes choses aujourd'hui, hein. On a les mêmes sensations, on a les mêmes actions, on a les mêmes artistes. Donc, voilà. Donc, bon, Joël, on n'a pas véritablement changé. On verra de toute façon avec l'Euro 2024 qui démarre bien sûr ce vendredi 14 juin 2024 en direct sur votre chaîne, sur la 3. Allez, si vous nous prenez en marche, on vous invite à revoir les news données en début d'émission et c'est dans LGT News. On y va. LGT News. Du judo pour débuter les news de la semaine. Open International d'Abidjan. Les judokas ont fait le show au Palais des Sports. Abidjan était la plaque tournante du judo africain le week-end dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Abidjan African Open, couplé à la Coupe d'Afrique des cadets juniors, a été à la hauteur des attentes. Tellement les judokas dans leur ensemble ont livré des combats de qualité. Que retenir de la prestation globale des athlètes ivoiriens? Disons qu'au niveau de la Coupe d'Afrique des cadets, la Côte d'Ivoire s'est taillé la part du lion avec 16 médailles, dont 6 en or. Chez les juniors, les jeunes titres ivoiriens ont aussi dicté leur loi en décrochant la première place avec 14 breloques, dont 5 en or. La Côte d'Ivoire a totalisé 7 médailles, dont une en or et 6 en bronze lors de l'Open. C'est une très belle performance pour nos judokas. LGT News. Arts martiaux chinois, 16e édition, championnat national. Le beau spectacle des athlètes, le hall du Palais des Sports de Trècheville a vécu une ambiance particulière à l'occasion du 16e championnat national senior-junior. Hommes et dames, Taolu et Sanda, organisés par la Fédération ivoirienne des arts martiaux. En tout cas, les férus de cette discipline sportive n'ont pas eu tort d'effectuer le déplacement, tant les participants les ont gratifiés d'un spectacle au-dessus de la moyenne. Des athlètes se sont distingués tout au long de cette compétition. C'est le cas de Brahima Akissi en Sanda, dans la catégorie des juniors dames des moins de 56 kg. Kouadio Otiniel s'est imposé face à Diomandé Ibrahim chez les juniors hommes des moins de 52 kg. Au niveau des techniques seniors masculins armes courtes, Kessé a enflammé la salle avec une prestation haut de gamme, ce qui lui a valu la plus forte note, 9,50 attribuée par le jury. Dans l'ensemble, ce 16e championnat national senior et junior a tenu toutes ses promesses. Des athlètes et le président, Maître Meïté Siaka, ont exprimé leur satisfaction au terme de la compétition. Je trouve cette compétition vraiment merveilleuse parce que j'ai eu seulement qu'une semaine d'entraînement et par la grâce de Dieu, j'ai quand même remporté 3 médailles. J'ai eu 3 médailles d'or, âme longue, âme courte et main nue. Je me suis amusée sur le tatami, j'étais heureuse. J'ai fait de mon effort, c'est que mon maître m'a appris. L'entraînement était acharné parce qu'il a tout de suite mis de la pression sur moi pour que je sois prêt. Même s'il y a eu quelques bobos, mais aujourd'hui je suis arrivé à surmonter mes douleurs. Et puis aujourd'hui je suis fier de m'identifier comme champion de Côte d'Ivoire, Tao main nue optionnel et Tao âme courte optionnel. À la fin de la journée, je peux dire que je suis entièrement satisfait. Nous avons eu une journée pleine, une compétition bien remplie sur les différents tableaux et des athlètes bien engagés. Nous avons particulièrement noté que les athlètes ont un bon niveau, un très bon niveau, parce que les notes que nous avons pu avoir sont de très bonnes notes. Football à présent, mini-euro, foot jeune. L'Italie, vainqueur de l'édition 2024.
La finale du tournoi Mini Euro 2024, organisé par S2MC autour du thème « Qu'est-ce que je deviens quand le sport ne m'a pas réussi ?», a opposé les jeunes de CFA, représentant l'Italie, et Horizon FC, qui représentait l'Angleterre. Cette belle affiche, uniquement consacrée au U17, a vu la victoire de l'Italie sur le score de 3-0. C'était au stade Robert Champroux de Marcory, en présence de plusieurs personnalités du monde sportif ivoirien, dont le promoteur Joël Ourega. J'ai été émerveillé par l'organisation. Ça prouve que mon staff a fait du bon boulot. Je retiens qu'il y a beaucoup de talent parmi les jeunes qui se sont exprimés, a-t-il déclaré, avant de justifier le choix de Eli Wahi comme parrain de cette édition. Il incarne l'avenir, a-t-il ajouté en présence du représentant du joueur, Sylvain Gomez. Rappelant que Wapo David a raflé le prix du meilleur joueur et buteur. Vassanogo FC est reparti avec le prix de l'équipe Fair Play. LGT News. Championnat national, introduction de la VAR dès la nouvelle saison. L'information a été donnée depuis Lilongwe, la capitale du Malawi, et confirmée par des journalistes sportifs présents là-bas dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 entre le Kenya et les éléphants. Le président de la Fédération ivoirienne de football a donné la bonne nouvelle au cours d'un cadre d'échange avec les hommes de médias. La VAR sera introduite dans le championnat national lors de la saison 2024-2025. L'expérimentation de cette technologie se fera en Ligue 1. De quoi réjouir les équipes ivoiriennes dans leur ensemble qui, cette année, ont remis en cause l'arbitrage. LGT News. Cameroun, le coup de gueule de Roger Mila. Les Lions indomptables n'ont pas tremblé face au Cap-Vert samedi dernier dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Score final 4-1 pour les Lions indomptables. Une victoire qui réjouit l'une des légendes du football camerounais, Roger Mila, malgré l'imbroglio observé depuis un moment autour de la sélection. Il n'empêche qu'il s'est prononcé sur ce sujet sans faux fuyant, prenant position pour la FECAFOOT. Mais il faut qu'on arrête n'importe quoi. Les gens ne doivent pas s'ingérer pour déranger le président de la fédération. Il y a eu un malentendu qui, j'espère, va se résoudre. Le peuple n'a jamais lâché les Lions indomptables. A-t-il lâché à travers les propos relayés par afriquefoot.com. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, très chers téléspectateurs, dans votre émission La Grande Team. Et bien sûr, il est l'heure maintenant de passer à l'actu de ce soir. On y va. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, le numéro de la 3. Vous pouvez donc dès à présent nous appeler pour participer à l'émission avec la question LGT que je vous redonne. Éléphant, Faye doit-il remanier l'équipe face au Kenya? Alors justement, Côte d'Ivoire-Kenya, c'est demain, donc victorieux du Gabon, sans être flamboyant. Les éléphants vont devoir présenter une meilleure copie ce mardi face au Kenya. Le sélectionneur Emes Faye va-t-il revoir ses choix tactiques et humain? On en parle après ce reportage de l'équipe de rédaction. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire affronte son homologue du Kenya ce mardi 11 juin au Bingu National Stadium de Lilongwe. La rencontre comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a été délocalisée dans la capitale malawite en raison d'un manque de stade aux normes en terre kenyane. Leader du groupe F avec 3 victoires en 3 matchs, les éléphants ambitionnent de remporter cette partie afin de maintenir à distance leurs poursuivants immédiats que sont les Panthères du Gabon. Quels seront les choix tactiques et humains du sélectionneur Emes Faye? Contre le Gabon, vendredi dernier à Korogo, le technicien ivoirien a disposé son équipe dans un inhabituel 3-5-2. Pour animer le système, il a fait confiance au groupe avec lequel il a remporté la CAN 2023. L'équipe s'en est sortie grâce à une frappe victorieuse de Seko Fofana. Cependant, dans le jeu, la sélection ivoirienne n'a pas été séduisante. La défense a longtemps reposé sur les incroyables arrêts du gardien Yaya Fofana et l'attaque, conduite par Sébastien Haller, s'est montrée inefficace et brouillonne. C'est pourquoi des changements s'imposent au niveau de l'équipe. Il serait souhaitable de revenir au 4-3-3 dans lequel le capitaine Franck Kessié et ses coéquipiers ont de solides repères.
Ce dispositif permet également d'exploiter la largeur du terrain et la percussion des ailiers que sont Simon Adingra, Oumar Diakité, Nicolas Pépé et Jérémy Boga. Peut-être faudrait-il également faire un peu plus confiance aux nouveaux, notamment Christopher Operi, Diomandé Mohamed Baba et Emmanuel Latelat. L'objectif doit être non seulement de gagner, mais aussi d'y mettre la manière. Alors, avant d'entamer notre discussion, nous allons rejoindre Jean-Baptiste Assouan, notre envoyé spécial justement au Malawi. Il nous donne des nouvelles fraîches des éléphants. Hello Abidjan, hello la grande team, coucou Marie-Christine Begré et tes invités. Je suis à Lilongwe, c'est au Malawi pour la rencontre Kenya-Côte d'Ivoire comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. La première séance officielle, j'ai envie de dire, des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui lundi 10 juin 2024. Oui, parce que hier la séance qui a eu lieu, c'était une séance juste dégraissage, j'ai envie de dire. Voilà, ça a duré 30 minutes seulement. Aujourd'hui, coach Fayet et ses poulains vont travailler véritablement. L'information de taille, j'ai envie de dire aussi en même temps qu'il faut retenir en conférence de presse d'avant-match, c'est que et voilà, Seb Haller sera mis un peu à l'écart parce qu'il a un petit pépin physique qui sera observé jusqu'à demain pour voir s'il peut figurer sur la liste, la feuille de match. Voilà, pour être beaucoup plus précis. À part ça, vous voyez derrière moi, les joueurs ont commencé. Avant la séance d'entraînement, il y a eu la prière comme d'habitude et puis maintenant, ils vont passer aux choses sérieuses. Ils ont foulé la pelouse. J'ai eu les impressions de Christopher Operi et de Guéladoué sur la pelouse. Mais bon, ils ont dit également qu'ils feront avec car il faut faire un résultat demain. J'ose croire que naturellement, demain, ça va passer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Assouan, notre envoyé spécial justement au Malawi. Donc on vous attend demain pour d'autres informations bien fraîches. Et nous, on ouvre donc le débat ici, messieurs, sur le plateau. Et aussi vous, très chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler dès à présent au 27 21 59 93 99. Ms Fayet doit-il remanier l'équipe face au Kenya à vos panonceaux, oui ou non, s'il vous plaît? Oui pour Roger Stéphane, oui. Bon, oui pour tout le monde. Oui pour tout le monde, d'accord, ok. Est-ce que vous pouvez argumenter, coach Alain? Ben écoutez, on a voulu, le sélectionneur a voulu essayer quelque chose qui, parfois, pour les Ivoiriens, pour nous tous, qui n'a pas bien fonctionné, c'est-à-dire le 3-5-2. J'aurais voulu qu'il essaie ce 3-5-2-là pendant les matchs amicaux, pour voir si la mayonnaise allait prendre, pour voir si les jeunes allaient vraiment s'imprégner dans ce système-là. En première mi-temps, on pouvait prendre 3-0, personne n'allait crier au scandale. Parce qu'avec ce système-là, on se voyait, les joueurs se marchaient un peu sur les pieds et puis d'autres étaient lourds. Mais il va falloir qu'on revienne dans notre système habituel, notre 4-3-3, qui a été vraiment excellent devant l'Uruguay, où il a fait sensation, où des joueurs se sont surmontés, ils ont monté du très beau football. Et avec ce 4-3-3-là, nous avons gagné la CAN. Pourquoi on veut expérimenter un nouveau système, sachant très bien qu'on joue les éliminatoires de la Coupe du Monde? Il va falloir qu'on revienne à nos fondamentaux. À l'ancien système. On revient à nos fondamentaux, de revenir au 4-3-3. Je pense qu'on a les joueurs qui savent mieux animer ce système. On a tout le monde. Donc, il faut revenir à nos fondamentaux. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, on a M. Alex Dadi qui nous dit « Bonsoir, la grande team. Je pense qu'au regard du match précédent, le coach Fayet doit remanier le système avec le système initial 4-3-3. Emmanuel Lat, qui a fait une bonne entrée, doit être aligné, accompagné de Adingra et Jérémy Boga. En défense, on peut laisser au repos Ghislain Conan et Kosonou pour miser sur Ndika, Agbadou, Sengo et Operi. Au milieu du terrain, il faut faire le baptême de Diomandé. Donc, on aura un milieu à 3 avec Kessié, Diomandé, Lazare. Notez bien, le coach a dit dans sa conférence de presse que Sébastien Seko, Conan ont des petits bobos. Donc, pour moi, on peut les laisser se reposer. Bonne émission à vous. Donc, voilà, c'est donc l'avis de M. Alex Dadi. Oui, coach Koneya. Oui, je suis d'accord pour que le sélectionneur Fayet remanie. Voilà, son équipe, remaniement tactique, je veux parler. Remaniement tactique parce que ce qu'on nous a proposé, le 3-5-2, tout le monde est unanime. Moi, je pense que ce schéma
n'a pas fait un grand bien à notre sélection. Je pense que tout le monde est unanime. Il faut revenir à ce 4-3-3-là qui donne plus d'équilibre à notre formation. Parce que Marie-Christine, avec le 4-4-3, on a sur les flancs, on a 2 joueurs forcément sur le flanc. Je vais parler du défenseur latéral et de l'attaquant latéral. Et très souvent, dans la phase défensive, les excentrés reviennent toujours pour prêter main forte soit au milieu de terrain ou soit prêter main forte aux défenseurs latéraux. Ce qui n'est pas le cas de ce qu'on a un schéma du 3-5-2 où on a les 2 pistons qui à chaque fois sont partis, ils sont dans le flux et le reflux, ils sont dans des efforts, ils consentent d'énormes efforts. Alors que n'oublions pas que aujourd'hui la Côte d'Ivoire, on a 3 joueurs majeurs dans notre milieu de terrain. Ces 3 joueurs majeurs sont Kessié, et Seri et Sekou. Sekou Fofana. Oui. Mais je crois que Sekou a des bobos. Je crois qu'il ne pourra pas être... Bon, c'est pas sûr. Mais je veux dire, dans un 4-3-3, très souvent, lorsqu'on est en phase défensive, on se retrouve dans un 4-5-1. Parce que les milieux excentrés reviennent toujours aider nos 3 milieux de terrain. Voilà. Il ne faut pas aussi ignorer que Kessié et Seri, ce ne sont plus des jeunes joueurs. Voilà, ce sont aujourd'hui des joueurs, certes, qui ont une certaine expérience, mais qui, dans le jeu, ont besoin d'être soutenus défensivement. Donc moi, je pense qu'il faut véritablement que le sélectionneur puisse revenir dans ce 4-3-3-là, donc pour donner un peu plus de densité à notre milieu de terrain. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que s'il y a un remaniement tactique, cela va forcément influer sur la composition de l'équipe. Je m'explique. Rapidement. Si on doit passer de 5 défenseurs à 4 défenseurs, il va falloir sortir forcément un défenseur central. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, la défense qui serait bien de présenter, ça serait à droite Senko, qui nous a fait un formidable match. Dans l'as, Agbadou, qui nous a vraiment émerveillé par sa capacité de casser les lignes. On a à côté de lui Ndika, qui a été formidable. Et je pense que l'autre aussi, Gislain Kouna, a un bobo. Donc ce sera l'occasion de lancer le jeune Opéry pour qu'il puisse nous apporter tout ce qu'il peut apporter. En milieu de terrain, je souhaiterais qu'on réparte avec Seri. Parce qu'aujourd'hui, en poste de sentinelle, il n'y a pas mieux que Seri. Voilà. Et Seri doit être accompagné du capitaine Kessié. Et moi, je souhaiterais que Seri soit accompagné de Amani, Lazare. On l'a vu, Amani. D'accord. On a un appelant, coach Kouneya. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Marie-Christine Begré-Labelle. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Christine. Oui. Avec la 3, on gagne toujours et on va aller au mondial. Toujours. Je salue le plateau. Salut. Voilà, on vous écoute, M. Diomandé. Éléphant, Faye doit-il remanier l'équipe face au Kenya? Bon, moi, je dis que c'est le système-là d'abord qu'il doit remanier. Et parce qu'on joue à l'étranger, on dirait qu'il revient à l'ancien temps, le 4-3-3. Le 4-4-3-3. Et le 4-4-3. C'est encore profitable à l'équipe nationale et habituel à l'équipe nationale. Et puis moi, c'est là central là, pour celui-là. Il a pris le système de l'autre là, Eric Baillet. Il respecte trop des confiance. C'est donne tout la tête. C'est bon. Et il c'est pas le champion d'Allemagne, mais les gars, je me fie, s'il fait ça vraiment, je ne sais pas s'il ira loin. Donc il n'a qu'à mettre un peu au repos au Kosovo et puis prendre Abadou avec Dicap. On va essayer. Comme sur le côté droit, on laisse. Mais comme l'autre, il a un peu beau, le côté gauche, au Romagnon, donc au Péri, elle est bienvenue. Elle est bienvenue pour qu'on sache sa valeur réelle, qui débute en tant que titulaire. Et moi, le milieu, Sekou n'est pas là. Il y a Amani qui a encore fait sa chance avec Tessier. Et bon, ça va aller. Et puis l'attaque, on laisse toujours le 4-3 là. Dakité et Adengra.
Et puis, on essaie qu'il a en attaque. Il y a Alain qui n'a pas, qui a des promos là. Oui. Donc, moi, depuis qu'on essaie de l'attre. D'accord. Là, voilà, on essaie d'être en attaque pour qu'il mette sa valeur. Parce que j'ai beaucoup confiance. Oui, monsieur Diomandé. On va aller au Kenya et on est au mondial. Voilà. Regarde, on attend. Merci beaucoup, monsieur Diomandé, pour votre participation. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Coach Koneya, voilà, donc terminé véritablement. Donc, voilà, terminé, oui. Donc, j'ai parlé du milieu de terrain. Oui. Pour moi, c'est Seri, c'est Amani, c'est Kessier. Et en attaque, sur le côté, pour moi, parce que c'est un match en déplacement, il faut pas plaisanter. Moi, je pense qu'il faut aller sur le côté avec Adengra, tout de suite, avec Adengra et Oumar Diakité. Parce que la force de notre équipe, c'est sur le côté. D'accord. On a des garçons qui sont capables de faire la différence sur le côté. Et en pointe, je pense que Lat, qui a fait une très belle entrée l'autre fois, il faut faire confiance à Lat. Après, il y a Diomandé Mohamed qui est derrière, qui peut peut-être dans les derniers instants venir apporter son grain à l'édifice. D'accord, merci beaucoup. Coach Koneya, MS Faye doit-il remanier l'équipe face au Kenya? C'est la question LGT de ce soir pour participer le 27, 21, 59, 93, 99. Oui, Roger. Oui, Faye MS doit faire des remaniements, en commençant par le système tactique. Je pense que tout le monde a évoqué le sujet. Il va falloir abandonner ce 3-5-2 pour revenir à un système que nous maîtrisons parfaitement, qui est le fameux 4-3-3, qui a été bon à la CAN, qui a été bon face à l'Uruguay, je l'ai déjà dit la dernière fois. Il faut abandonner ce 3-5-2 et revenir à un sujet qu'on maîtrise mieux. Ensuite, il faut revenir à une défense à 4. Et dans cette défense à 4, je propose dans l'axe Agbadou et Ndika. Agbadou a gagné des points depuis l'Uruguay, il a été bon la dernière fois. Ndika, c'est le grand patron, c'est connu. Dans les couloirs, Sengo Wilfried, évidemment. Et puis, Opéry, dans le couloir gauche. Avant le match de la dernière fois, c'était quasiment cette défense que j'avais plus ou moins proposée. Je pense que finalement, on risque de la voir. Au milieu de terrain, il faut reposer des garçons. Il manquait un peu de fraîcheur au milieu de terrain la dernière fois. Je pense qu'on peut reposer Seri Jean-Michel pour le remplacer par un autre garçon, notamment Baba. On peut peut-être aller chercher également un Seko Fofana pour le remplacer par le jeu de Lazare Mani, pourquoi pas, associé à Franck Kessier, ça pourrait donner quelque chose. Maintenant, sur le front de l'attaque, moi peut-être revenir à l'attaque que j'avais donnée. J'avais dit qu'il fallait reposer Sébastien Haller. Il n'était pas très en compétition, il n'était pas très en forme. Il ne fallait pas le lancer dans un défi physique au début. Bon, finalement, je pense que je vais avoir une fois de plus encore raison, parce qu'il a des petits bobos. Ça, on se pourrait le sentir. Donc, l'attaque à 3, Adengra, Diakité Oumar, et Emmanuel Laté. Je pense que si on fait cette équipe-là, elle est équilibrée, le système est maîtrisé, c'est des joueurs performants et disponibles. Je pense qu'avec ça, on peut faire un très bon match face à l'équipe du Kenya au Malawi. Il faut juste éviter de faire des fantaisies, maîtriser, jouer un système qu'on maîtrise et mettre les joueurs à leur place. Une fois qu'on fait ça, je pense que l'adversaire va en prendre pour son grade. D'accord. Éléphant Faye doit-il remanier l'équipe face au Kenya? Bon, écoutons l'avis de M. Yao Séraphin qui nous appelle de Tandi. Bonsoir, M. Yao Séraphin. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau et puis on vous écoute. D'accord, je salue toute la team. Ouais, il doit remanier pour que la Côte d'Ivoire joue 4-4-3. Oui. Vous jouez 4-4-3, vous faites sortir Agbadou. Tu fais sortir Agbadou, et puis tu changes, tu fais sortir Seko pour Amani Lazare. Si à l'heure là, tu fais jouer Adingra, et puis Konaté, et puis Aller. Bon, déjà, voilà Aller indisponible pour l'instant. Hein, bon. Donc, Aller est disponible. Il faut faire jouer un attaquant. Oui. Disponible pour faire jouer un attaquant en pointe. Voilà. Il faut faire jouer le petit qui joue à chose. En France, là. Tu les fais jouer. Bamba Mohamed. Bamba Mohamed, c'est voilà. Tu fais jouer Bamba Mohamed comme attaquant en pointe. Oui. Voilà. Sinon, il faut revenir à 4-4-3. 4-3-3. 4-3-3. Voilà, ok, c'est ça. D'accord. 4 défenseurs, 3 milieux du terrain. Voilà. Et puis 3 attaquants. 3 attaquants, oui. C'est comme ça la Côte d'Ivoire a joué pendant la CAN. Maintenant, après la CAN, les 2 matchs amicaux,
les 2 matchs amicaux, c'était une bonne système où la Côte d'Ivoire jouait à Uruguay. La Côte d'Ivoire a dominé le match. Donc, moi, j'ai préféré que la Côte d'Ivoire joue 4-3-3. D'accord. Que la Côte d'Ivoire revienne donc à l'ancien système. D'accord. À l'ancien système. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Yao Séraphin. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, bon, Faye doit-il remanier l'équipe face au Kenya? C'est oui aussi pour Henri Joël. Oui, j'ai dit oui parce que, vous savez, depuis très longtemps, ce qui a fait la force de la Côte d'Ivoire, ce sont ses ailiers. Le Sié Donald Olivier, bon, moi, je vais commencer par lui parce que ce sont des jeux que moi, j'ai vu jouer. Le Sié Donald Olivier, en passant par Akale Kanga, Aruna Dendane, Akale Keita et les autres, ce sont voilà, des joueurs qui ont fait la force de l'équipe nationale. C'est vrai qu'il y avait des attaquants pour conclure les actions, notamment Didier Drogba, Thierry Joël et les autres, mais quand même, le travail a été toujours fait par ces ailiers-là. Oui. Et d'ailleurs, lors de la récente CAN, les 2 jeunes qui souvent arrivaient à décanter la situation, Diakité Ouma et Adingra, ce sont des joueurs de côté. Donc je pense qu'il faut revenir sur ce système-là, qui pour moi a permis à la Côte d'Ivoire quand même d'avoir quand même quelques lauriers, même si en 2015, ce système de 3-5-2-là a été expérimenté, surtout ça a réussi un peu à la Côte d'Ivoire avec Everina. Mais là aussi, on avait des hommes pour ça. Voilà, il faut avoir les hommes pour un système. Et ce système de 3-5-2 concocté par Faye dans ce match face au Gabon, ça a été un peu difficile parce que dans un premier temps, les joueurs ne se retrouvaient pas. Il a fallu la 2e période pour pouvoir retrouver un peu leur épée. Et n'eût été la maladresse des Gabonais, déjà on serait très très loin au niveau du score. Donc il faut revenir à l'ancien système. Maintenant, quand on revient à l'ancien système, qui est le 4-3-3 avec les ailiers, pour moi, je pense que déjà, la défense, tout le monde a déjà parlé, à Agbadou, Ndika, Singo et Operi. Milieu de terrain, moi, je mettrais Seri et Kessié avec Laza. Mais devant, je mettrais un joueur comme Diakité Ouba sur le banc. Parce qu'il est très bon en sortie de banc. Et ça, moi, je l'ai remarqué sur plusieurs matchs, notamment au niveau de la CAN. Et quand il est sur le banc, qu'il rentre en coup de jeu, parce que les autres ont tendance à fatiguer un peu la défense adverse quand il rentre avec sa vitesse, avec sa rapidité, oui, c'est la même chose, oui. Avec son énergie. Il arrive toujours à créer la différence. Mais quand il commence les matchs, je pense que c'est un peu difficile pour lui de tout de suite se mettre un peu dans le bain. Il est mieux quand il est assis sur le banc, qu'il regarde les autres jouer, et quand il rentre, il fait des merveilles. Donc je pense que sur ce côté-là, moi je mettrais peut-être un garçon que tout le monde ne voit pas, mais qui est qui a du vécu dans cette équipe, Nicolas Pepe, sur le côté gauche, Adingra, et puis peut-être un attaquant parmi ceux qu'on a fait venir. Moi, je fais confiance à tout le monde, que ce soit Bamba, que ce soit Lat, que ce soit même Nguesson, je ne sais pas, mais je fais confiance à tout le monde. Du moment où ils ont été appelés, quand même, ils sont capables quand même de tenir ce rôle-là. Mais au niveau des alliés, moi, je dirais plus un Nicolas Pepe, avec son expérience, avec son vécu, pour déstabiliser la défense et puis peut-être en seconde période faire entrer un garçon comme Diakité Ouma qui avec sa vitesse quand même aussi peut apporter quelque chose dans cette équipe des éléphants. D'accord, très bien Henri Joël. Bon, je vous invite messieurs s'il vous plaît à écouter justement le sélectionneur Emes Faye à sa conférence de presse, à la conférence de presse. Ah, c'est plutôt la déclaration, plutôt un infographie. Oui, après, on va vous faire connaître cette déclaration du coach Emes Faye. Après avoir revu le match contre le Gabon, je ne pense pas que ce soit le système qui est fait qu'on ait eu quelques difficultés. C'est surtout la fraîcheur physique que ça s'est joué. C'est sur la fraîcheur physique que ça s'est joué. Les joueurs sont arrivés dans un très bon état d'esprit, mais un peu fatigués. Donc, pour moi, c'est ce qui explique plus le match de vendredi que le système. On n'a pas encore décidé du système qu'on utilisera pour demain. Allez, on voit c'est un entraîneur qui veut mourir un peu avec ses idées. Pas dans ce sens, mais qui va revenir avec le même système, le 3-5-2. Bien. Bon, ouais. Pour l'instant, c'est pas. Quand on voit la déclaration. Il précise en tout cas qu'il n'a pas encore décidé du système. Oui, coach Alain. Non, mais vous savez, en communication, il ne faut jamais dévoiler tous ses plans. On va jouer à l'extérieur. Il ne peut pas dire non, le système nous a fait défaut. Il faut qu'on change automatiquement. Mais je vais revenir un peu sur la composition, comme Roger Stéphane, comme tout le monde m'a dit. Faye Emes n'a jamais continué avec la même défense depuis qu'il est Faye Emes. Et peut-être même demain, il va jouer avec Operi, Ndika. Et pourquoi pas demander
et puis Sengo. Toujours dans l'axe, il amène toujours un nouveau. Si un fait un très bon match, même si les deux font un très bon match, il fait toujours des changements. Mais je pense qu'au niveau du milieu de terrain, s'il veut vraiment reposer, c'est bien sûr, on est sûr que Seko il est out. S'il veut reposer Seri Jean-Michel, Kessé sera devant la sentinelle et puis il va faire jouer Amani et puis Baba. Parce que l'entrée de Baba a stabilisé le côté gauche. Ça a permis aux Gabonais qui faisaient le dédoublement dans le couloir de Ghislain Coran de venir aider Ghislain Coran. Et puis devant, je suis sûr qu'il va titulariser Lat, Pépé et puis Adengra. Parce qu'avec ce que Diakité a produit, et il ne veut pas nous dire que Diakité aussi est fatigué. Regardez comment il est sorti. Il est sorti sur des crampes, sur la pointe des pieds. Il n'en pouvait plus. Il a tellement couru, oui. Je me dis, dans le vide. Parce qu'il n'est pas habitué à jouer ce deuxième avant-centre-là, à tourner autour de Haller. Ça l'a tellement fatigué. Il a fait des courses inutiles. Dieu merci qu'on va revenir, je pense bien, à notre meilleur système et on va développer. On ne sait pas encore. On va revenir. On ne sait pas encore. Donc la Côte d'Ivoire qui affrontera le Kenya, hein, et je vous propose à présent de parcourir la fiche de l'équipe du Kenya. Allez, la fédération, c'est une équipe, c'est la fédération Football Kenya Federation, voilà, c'est en anglais, fondée en 1960, affiliée à la FIFA la même année, affiliée à la CAF un an plus tard, c'est-à-dire en 1961. Classement FIFA, c'est 107e mondial. Le président de la fédération, c'est Nick Mouendoua. Le palmarès, pour l'instant, néant, rien à mettre sur le palmarès de l'équipe du Kenya. Sinon, c'est les Harambee Stars, les joueurs de légende, Denis Oliech, Moussa Otieno, William Ouma, et puis le sélectionneur actuel, c'est Engin Firat, il est turc. Les stars actuels, hein, Michael Olunga, Eric Omondi, Massoud Djouma, Teddy Akumu. Allez, sur les 5 derniers matchs, le Kenya a été battu par le Gabon 2-1. Le Kenya a battu les Seychelles 5-0. Victoire des Kenyans 4-0 face au Malawi. Victoire également des Kenyans face au Zimbabwe 3-1. Et puis match nul entre les Kenyans et les Burundais 1-1. D'accord. Bon, messieurs, déjà avant le match face au Kenya, replongeons-nous dans l'ambiance de la rencontre éléphant-panthère du Gabon avec nos envoyés spéciaux, Guy Orlus, Néry Lobé et Jago. Je suis en route pour aller regarder le match de la Côte d'Ivoire contre le Gabon. En tout cas, il y a le show ici. Vraiment, la ville est réveillée. On n'a pas l'habitude de voir ça. Tout le monde est content. On va gagner Gabon 3-0 aujourd'hui. Je suis ici pour un spectacle. Et en même temps suivre les éléphants de Côte d'Ivoire parce que voilà, il faut soutenir son pays. Je suis là et ça me fait plaisir qu'on prenne les 3 points devant le Gabon qui nous suivait directement. Je pense qu'on va continuer comme ça pour que voilà, on prenne la tête définitivement de notre poule et puis on va aller jouer la Coupe du Monde. C'est un match qui a été super. Super, pareil, tous les joueurs se sont bien retrouvés sur le terrain. Le début a été un peu difficile, mais au fur et à mesure que le jeu se poursuivait, tout a commencé à se décanter. Et vraiment, je suis content parce que mon idole a marqué le but de la victoire. Et je pense que Faye est en train de faire un travail formidable. On doit l'encourager. C'est pour cela qu'on s'est déplacé pour venir à Koro. On a vu les résultats dans les autres matchs. Et on sait que voilà, c'est jamais facile de gagner un match de nos jours. Et avant, on avait l'avantage de jouer à domicile. L'équipe qui joue à domicile était à 60% de gagner un match. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut être content d'avoir pour les 3 points aujourd'hui, qui sont très très importants. Ça va, j'ai pour habitude de jouer dans une défense à 3. Après, c'est la complémentarité entre nous qu'on va devoir améliorer au fil des matchs. Si on a la possibilité de jouer encore dans ce système, je pense que ça sera mieux. Et au Kenya, on va essayer de faire mieux que ça. Et aujourd'hui, on devait gagner sur les éliminatoires. Le plus important, c'était les 3 points. Donc, Dieu merci, on a pris les 3 points. Non, après la saison, elle était longue. On est en juin, ce qui est logique. Mais la fatigue, c'est dans les 2 camps. Et le plus important, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'était les 3 points.
Donc Dieu merci, on a gagné et on est leader du groupe en ce moment. On va se concentrer pour le prochain match. Je pense qu'on a géré le match assez sereinement. Il y a beaucoup de concentration, ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu garder nos cages inviolées. On aurait dû et pu marquer d'autres buts ce soir, mais le plus important c'est la victoire. 1-0, c'est jamais anodin, surtout contre le Gabon. Donc maintenant, le match le plus important arrive maintenant. Voilà, le match le plus important arrive maintenant, comme l'a dit à l'heure. Et c'est demain, Côte d'Ivoire, Kenya. Et justement, n'oubliez pas, la 3 vous donne rendez-vous demain à partir de 11h50 pour un numéro spécial de l'heure des tchatcheurs. Vous retrouvez donc Magat avec Choualéo Diomandé et Mathieu Blé. Voilà, la grande team ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci Henri Joël. Merci Marie-Christine. Merci Roger Stéphane. Merci Coach Koléa. Merci Coach Alain. Merci. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. À demain, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.